Les premières révélations, une enquête qui soulève déjà des questions, des tronçonneuses. Une piscine gonflable découpée. Des traces rouges. Du faux sang. Des vêtements retrouvés dans un état bouleversant. Et surtout, des données numériques capables de retracer les déplacements d'un suspect. De nouveaux éléments viennent d'être révélés dans la transcription d'une journée particulièrement importante de l'audience préliminaire de David Anthony Burke, un musicien de 21 ans accusé du meurtre de Celeste Riva Hernandez, une adolescente de 14 ans. Selon l'accusation, David aurait entretenu une relation sexuelle avec Céleste alors qu'elle n'avait que 13 ans. Les procureurs affirment qu'il l'aurait fait venir à son domicile dans les Hollywood Hills le 23 avril 2025. Elle aurait ensuite été tuée, puis son corps aurait été démembré. Ses restes ont finalement été retrouvés plusieurs mois plus tard dans une Tesla. David Burke a plaidé non coupable. Lors de cette audience, les enquêteurs ont notamment parlé de plusieurs objets retrouvés dans son garage, des sacs, une paix, du matériel de nettoyage, des tronçonneuses et une piscine gonflable bleue. Mais c'est justement l'histoire des tronçonneuses qui va donner à la défense une occasion d'attaquer l'enquête. Lauren Wallace, criminaliste de la police de Los Angeles, explique que les tronçonneuses retrouvées dans le garage avaient été testées. Aucun élément permettant de démontrer qu'elles avaient été utilisées n'aurait été découvert. Les tests destinés à détecter la présence éventuelle de sang se sont révélés négatifs. Plus surprenant encore, les poignées et certaines parties des tronçonneuses n'ont pas fait l'objet d'analyses ADN approfondies, notamment pour rechercher de l'ADN de contact. La défense incite alors sur une question essentielle. Pourquoi certains objets potentiellement importants n'ont-ils pas été conservés pour des analyses supplémentaires? Un troisième outil électrique aurait également été retrouvé dans une pièce de rangement. Lui non plus n'aurait pas été récupéré pour des analyses ADN ou une comparaison de marques d'outils, après un test négatif. Pour la défense, cela pourrait démontrer que l'enquête n'a pas été suffisamment approfondie. Mais l'accusation a une réponse, les enquêteurs ne récupèrent pas automatiquement chaque objet trouvé sur une scène. Ils se concentrent sur ceux qui présentent une véritable valeur médico-légale. Et pourtant, un autre élément va bientôt attirer toute l'attention. Car dans ce même garage, les enquêteurs avaient également découvert du faux sang et du matériel utilisé pour des productions musicales. La défense pourrait donc avancer une hypothèse, peut-être que les objets retrouvés n'étaient pas destinés à dissimuler un meurtre, mais simplement à réaliser des vidéos musicales. Cependant, le timing des achats pourrait rendre cette explication beaucoup plus difficile à défendre. Et c'est à ce moment précis que l'enquête prend une tournure encore plus troublante. Une simple piscine gonflable pourrait-elle relier directement la maison de David au reste de Céleste, la piscine bleue, le détail qui pourrait changer toute l'affaire, parmi tous les témoignages entendus ce jour-là. Celui concernant une petite piscine gonflable bleue pourrait être l'un des plus importants. Lisa Lendro, une autre criminaliste du lab, a expliqué avoir examiné une piscine retrouvée au domicile de David lors d'une perquisition. La piscine présentait plusieurs dommages. Les enquêteurs ont décrit des découpes droites, des bords irréguliers et certaines formes ressemblant à des découpes en dents de scie. Mais le détail le plus important arrive ensuite. Les médecins légistes avaient récupéré plusieurs fragments de plastique parmi les éléments associés au corps de Céleste. Les enquêteurs ont alors comparé ces fragments aux parties endommagées de la piscine. Et selon le témoignage présenté devant le tribunal, certains fragments correspondaient physiquement aux parties manquantes de la piscine. Autrement dit, des morceaux récupérés lors de l'examen médico-légal auraient pu provenir de cette piscine retrouvée chez David. Pour l'accusation, cette correspondance pourrait constituer un lien important avec l'hypothèse selon laquelle le corps aurait été démembré. Mais la défense tente immédiatement de limiter la portée de cette découverte. La criminaliste reconnaît qu'aucune analyse spécifique des marques d'outils n'a été réalisée sur la piscine. La question devient donc, peut-on réellement déterminer comment ces découpes ont été faites? Puis le témoignage prend une tournure particulièrement difficile à entendre. Les enquêteurs présentent les vêtements retrouvés sur Céleste, des chaussettes, des sous-vêtements, un haut et un legging. Les vêtements étaient décrits comme fortement souillés, très humides, en mauvais état et couverts d'insectes. Une forte odeur avait également été constatée. Ces détails ne constituent pas seulement des éléments techniques. Ils permettent de mesurer, de manière glaçante, l'état dans lequel le corps de la jeune fille aurait été retrouvé. Mais pendant que cette partie de l'enquête semble renforcer les soupçons, une autre question apparaît. Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 23 au 24 avril? C'est là qu'intervient William Rocker, détective du lab spécialisé dans l'analyse des données cellulaires. Son travail consiste à reconstituer les déplacements du téléphone de David et ceux de sa Tesla. Selon son analyse, vers 23h30,
le véhicule aurait quitté la zone du domicile de David. Quelques minutes plus tard, les données indiqueraient un déplacement vers l'ouest, possiblement en direction de Sunset Boulevard. Puis la trajectoire devient encore plus intrigante. Les données analysées montrent un déplacement vers le nord, en direction du comté de Santa Barbara. Et ce déplacement n'aurait pas été effectué uniquement par la voiture. Le téléphone du suspect aurait également suivi une trajectoire similaire. Pour les enquêteurs, cette concordance entre la voiture et le téléphone est essentielle. Mais ce n'est pas tout. Une zone isolée située près de la Highway 154 apparaît également sur les cartes présentées au tribunal. C'est justement dans cette région que des éléments liés à Céleste auraient été retrouvés. Et la question devient alors inévitable, pourquoi David aurait-il parcouru autant de kilomètres cette nuit-là? 85 kilomètres plus loin, les données numériques racontent une autre histoire. Selon le témoignage présenté au tribunal, la Tesla aurait continué vers le nord avant de revenir vers le domicile de David aux premières heures du matin. Le véhicule serait ainsi parti vers la région de Santa Barbara avant de revenir vers 7 heures. Un élément particulièrement troublant est ensuite évoqué, un membre du personnel de l'État, effectuant des opérations de contrôle routier sur la Highway 154, aurait découvert la pièce d'identité ou le passeport de Céleste abandonné dans une zone poussiéreuse située à environ 85 miles de Los Angeles. Pour l'accusation, cette découverte pourrait soutenir l'idée que des éléments liés à la victime auraient été volontairement abandonnés loin du domicile. Mais les données téléphoniques ajoutent une autre dimension. Vers minuit 4, alors que le véhicule se trouvait apparemment sur la route, le téléphone associé à David aurait passé un appel vers le numéro de Céleste. L'appel aurait abouti sur la messagerie, avec une indication montrant que le téléphone de la jeune fille n'était plus joignable. Pour les procureurs, ces appels pourraient avoir servi à créer une apparence d'activité ou à construire un éventuel alibi. Et ce n'est pas la seule donnée numérique analysée. Les enquêteurs ont également étudié les informations provenant du système embarqué de la Tesla ainsi que les données de recharge du véhicule. Certaines données auraient notamment indiqué des passages dans le comté de Santa Barbara, avec une mention de Lake Cachuma et d'une station de recharge située près de la Highway 154. Le détective affirme que les données du téléphone et celles de la Tesla se corroborent. Autrement dit, plusieurs sources numériques semblent raconter la même histoire, le téléphone et le véhicule auraient voyagé ensemble. Mais alors que les données numériques semblent progressivement reconstituer les déplacements de cette nuit-là, un autre élément va apporter une nouvelle pièce au puzzle. Des taches rouges retrouvées dans la Tesla. Samantha TSH, criminaliste du lab, témoigne concernant plusieurs échantillons prélevés dans le compartiment inférieur du coffre. Et les résultats sont particulièrement importants. 2 échantillons provenant de taches rouges auraient présenté un profil ADN correspondant à celui de Céleste. Pour l'un des échantillons, la probabilité statistique présentée au tribunal était extrêmement élevée. Le profil aurait été au moins un septillon de fois plus susceptible de provenir de Céleste que d'une personne inconnue. Puis d'autres traces sont examinées. Une tache retrouvée sur un tapis en caoutchouc dans le garage aurait également présenté un profil ADN correspondant à Céleste. Même chose pour une tache retrouvée sur une machine de rameur. Puis une autre sur une prise de recharge Tesla. Et encore une autre sur une bâche verte. À chaque fois, les analyses présentées devant le tribunal semblent renforcer le lien entre Céleste et plusieurs objets retrouvés dans l'environnement de David. Mais attention, une question fondamentale demeure. Trouver l'ADN d'une personne sur un objet ne permet pas nécessairement de déterminer quand cet ADN y a été déposé, combien de temps il y est resté ou comment il a été transféré. La défense va précisément exploiter cette limite. Car la présence d'ADN peut être extrêmement importante. Sans pour autant raconter à elle seule toute l'histoire du crime. Le témoignage du médecin légiste, la conclusion la plus bouleversante, l'analyse ADN réserve encore une dernière surprise. Un sac poubelle noir aurait présenté un mélange ADN provenant de plusieurs personnes. Le profil aurait notamment inclus celui de David Buck, tandis que Céleste aurait été exclue de ce mélange. Sur un autre élément, une trace de sang retrouvée sur des lingettes à l'intérieur d'un sac aurait, elle, présenté un profil féminin correspondant à Céleste. David aurait été exclu de ce profil. Pour l'accusation, ces éléments peuvent contribuer à soutenir l'hypothèse d'un démembrement et d'une tentative de dissimulation. Mais cela suffit-il à prouver un meurtre au premier degré? C'est précisément là que les choses deviennent juridiquement plus complexes. La défense pourrait tenter de soutenir différentes hypothèses, homicide involontaire, légitime défense, accident ou encore réaction de panique après une mort qui aurait déjà eu lieu. L'accusation, de son côté, pourrait répondre que le comportement attribué à David, les achats, les déplacements,
les appels et les tentatives supposées de dissimulation seraient difficiles à expliquer comme une simple réaction spontanée. Mais une autre limite apparaît dans les analyses ADN. La criminaliste reconnaît qu'un analyste ne peut pas déterminer exactement quand l'ADN a été déposé sur un objet. Il ne peut pas non plus établir depuis combien de temps il s'y trouvait ni déterminer précisément le mécanisme par lequel il a été transféré. Puis arrive le témoignage du docteur Grantot, médecin légiste adjoint du bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles. Et c'est probablement l'un des moments les plus difficiles de toute cette audience. Le médecin explique d'abord avoir identifié la date de naissance de la victime, le 7 septembre 2010. Puis il décrit son examen. Selon son témoignage, le corps était fortement décomposé, ce qui compliquait considérablement l'autopsie. Il indique également avoir constaté des traumatismes correspondant à un démembrement, notamment au niveau des extrémités. Un autre détail attire l'attention, la victime portait un appareil dentaire. Ce simple élément rappelle brutalement l'âge de Céleste. Derrière les cartes, les analyses ADN, les téléphones, les véhicules et les objets retrouvés dans un garage, il y avait une adolescente de seulement 14 ans. Et c'est peut-être ce qui rend ce témoignage si difficile à entendre. Sur le plan juridique, la défense pourrait éventuellement tenter d'évoquer la légitime défense. Mais les procureurs pourraient alors souligner l'âge et la corpulence de la victime pour contester cette hypothèse. À ce stade, les éléments présentés semblent former un puzzle complexe, des traces ADN, une piscine dont certains fragments correspondraient à des morceaux retrouvés sur le corps, des déplacements vers Santa Barbara, une pièce d'identité abandonnée, des données Tesla et les objets retrouvés dans le garage. Mais chaque élément possède aussi ses limites. La question centrale reste donc entière, ces preuves démontrent-elles seulement qu'un événement tragique s'est produit dans l'environnement de David Burke, ou permettent-elles réellement de prouver, au-delà du doute raisonnable, qu'il a commis le meurtre qui lui est reproché? C'est précisément cette question qui sera au cœur de la suite de la procédure.